tous, je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse aussi de passer tout l'été à vos côtés. Jusqu'au 1er septembre, j'aurai le plaisir de vous présenter votre émission chaque dimanche depuis la Bretagne. Le Jour du Seigneur s'installe pour l'été dans le département du Morbihan. Célèbre pour ses îles, ses ports, ses plages et son merveilleux golfe, le Morbihan, c'est aussi un riche patrimoine historique avec ses chapelles et ses sanctuaires. C'est donc ici que nous passerons tout l'été, du port de la Trinité à celui de Saint-Boustan à Auray, en passant par la presqu'île de Quiberon. Nous irons également sur la ravissante petite île de Saint-Cado, sur la Ria d'Etel. Pour démarrer notre programmation estivale, j'ai la chance de me trouver ce matin à bord d'un vieux gréement, le Krog et Bars, réplique d'un langoustier de 1910. Il a été construit à l'ancienne en 1992. Et ce matin, il nous offre un décor superbe. Une balade dans ce magique golfe du Morbihan, connu pour ses fabuleuses lumières et parsemé de dizaines d'îles. La légende dit qu'il y aurait autant d'îles dans le golfe que de jours dans l'année. Cet été, le Jour du Seigneur se met à l'heure olympique et vous propose une programmation exceptionnelle inspirée des Jeux Olympiques de Paris. Chaque semaine, jusqu'au 25 août, vous pourrez découvrir un documentaire de notre collection Corps et âme. Des films qui célèbrent la fraternité et le dépassement de soi. 8 documentaires qui nous conduiront à la rencontre de figures sportives. Des portraits d'hommes et de femmes qui conjuguent l'engagement et l'endurance, qui ont mis le sport au cœur de leur vie spirituelle. Et pour démarrer, je vous propose de revenir aux sources des Jeux Olympiques à travers le portrait du frère Henri Didon. Ce dominicain, proche de Pierre de Coubertin, est à l'origine de la désormais très célèbre devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort ». La réalisatrice Florence Gaillard a voulu rendre hommage à cette figure oubliée et à son héritage. Vous allez découvrir dans ce film le parcours atypique de cet homme, grand promoteur de l'importance du sport dans l'éducation et défenseur de l'idée de compétition. Henri Didon, l'esprit olympique, un film de Florence Gaillard. La devise olympique, c'est plus vite, plus haut, plus fort. C'est dans ce sens-là que le père Didon l'a conçu. Mais je dirais les mots importent peu, ni leur ordre. Ce qui lui importe, c'est le plus. C'est l'idée de compétition. Quand on regarde l'œuvre d'Henri Didon, on peut être surpris de voir un dominicain qui s'engage ainsi dans le sport, qui va préconiser cette ouverture, cette liberté d'excès au service de la jeunesse. Quelque part, il fait tomber des frontières idéologiques. Et le sport a été le vecteur, quelque part, d'une réconciliation entre des idéologies qui étaient très différentes. Donc il y a 3 fonds photographiques différents, celui-là qui était commun à tous les frères, mais pour le père Didon après, il y a eu cette chose incroyable, c'est que la multiplicité des photos a fait qu'on en récupère tout le temps. J'en ai encore récupéré 2 nouvelles la semaine dernière, que je ne connaissais pas, où on m'envoie des portraits, des tableaux, et c'est sans fin, en plus avec l'actualité qui arrive. Il y a des photos de toutes les époques, là. Il faut bien voir que le jeune père Didon était très photogénique, un jeune et beau prédicateur. Dans le Paris de la Belle Époque, un dominicain fascine les foules et remplit les églises des beaux quartiers. Henri Didon brille par son éloquence et sa plume, qui lui ouvrent les portes de la bonne société. En 1890, on lui confie la direction d'une école catholique en perte de vitesse.
Albert Legrand, à Arcueil. Le père Didon est un personnage atypique de la fin du 19e siècle. Il est dominicain et il va préconiser le sport comme support pédagogique pour élever les enfants et la jeunesse qui lui est confiée. Il y a beaucoup de photos de toutes les installations, notamment les installations sportives. Je vois ici le manège. L'équitation, c'est très important, surtout pour des élèves qui, pour la plupart, un bon nombre en tout cas, allaient rentrer à Saint-Cyr. Tout ça, c'est des créations du père Didon. Alors aussi, une vue des bains à l'intérieur. Le père Didon insistait sur le fait que ces établissements étaient modernes, avaient tout le confort. Et c'était un argument de vente pour la clientèle. Il va apporter 3 idées fondamentales. Premièrement, les exercices physiques et donc la dimension sportive, les compétitions sportives avec d'autres. Deuxièmement, la liberté, c'est-à-dire un système de discipline qui donne le plus d'autonomie possible aux élèves. Et troisièmement, l'ouverture d'Arcueil à des carrières économiques et commerciales qui étaient un peu snobées dans les collèges catholiques traditionnels. Catholique libéral comme son maître, le père Lacordaire, Henri Didon veut dépasser le devoir d'enseigner pour développer tout le potentiel de ses élèves. Dans sa pédagogie, les caravanes d'Arcueil sont un élément essentiel. Les caravanes d'Arcueil, on pourrait les appeler actuellement les voyages scolaires pédagogiques. Et ce qui était assez génial dans cette innovation, c'était de déplacer ces jeunes et dans ce déplacement, d'aller à la découverte de cultures qu'ils ne connaissaient pas. Le père Didon, donc en 1890, quand il a pris la direction du collège d'Arcueil, 1 an ou 2 après, a fait une caravane à Rome, l'année suivante à Constantinople, et puis 1894, la Grèce. 2 ans avant les Jeux Olympiques. Je voudrais partager avec vous quelques mots du père Henri Didon. C'est une adresse aux jeunes qui date de 1895. Vous êtes avide de mouvements, d'espace, d'horizons nouveaux et d'inconnus. Ne permettez pas qu'on vous évite, par une tendresse aveugle, l'effort, la fatigue et la lutte, qu'on endorme votre curiosité. Non, vous qui vivez et voulez vivre, grandir en toute force et en sagesse, levez la tête par-delà les frontières, élargissez votre esprit, apprenez à être tolérant pour ceux qui ne pensent pas, qui ne vivent pas comme vous, et raffermissez-vous dans la foi en ce qui est éternel, juste, saint, beau et parfait. Atteindre les sommets et dépasser les frontières, une ambition qu'Henri Didon tient de son enfance près de Grenoble. Au petit séminaire du Rondeau, il apprend le grec, le latin, mais aussi la compétition sportive. Depuis le 29 février 1832, des élèves ont mis en place des olympiades s'inspirant de l'Antiquité. Au programme, course en char, gymnastique et jeux de balle, qui le marquent durablement. Quand il prend la tête de l'école Albert Legrand, Henri Didon organise à son tour des rencontres sportives dans le grand parc d'Arcueil et crée une devise qui va entrer dans l'histoire. La devise olympique, c'est plus vite, plus haut, plus fort. C'est dans ce sens-là que le père Didon l'a conçu. Mais je dirais les mots importent peu, ni leur ordre. Ce qui lui importe, c'est le plus. C'est l'idée de compétition. Pour le père Didon, il ne suffit pas de faire des exercices pour être en forme. Il faut être dans une logique de compétition. C'est une logique d'affirmation de la virilité. C'est une logique d'affirmation de l'énergie. Toute sa pédagogie, c'est une pédagogie de l'énergie. Si l'école d'Arcueil a disparu au début du XXe siècle, cette pédagogie est toujours à l'œuvre dans l'école Saint-Thomas d'Aquin
près de Lyon. Aujourd'hui, ce groupe de 5e prépare un exposé sur le père Didon. C'était un élève brillant, doublé d'un sportif. C'est aussi que Père Didon, il organisait des Jeux olympiques entre écoles. Il faisait dans son école comme il était le directeur. Et il faisait ça tous les 4 ans. Oui. Ouais, et après, il a aussi inventé la devise des Jeux olympiques. Il est allé avec Pierre de Coubertin, donc c'est pour ça qu'il lui a donné la devise. Enfin, il l'a inventé. Après, Pierre de Coubertin, qui travaillait aux Jeux olympiques, il l'a fait connaître. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que maintenant, il l'a un peu reprise. Oui, voilà. Et c'est pour ça que maintenant, c'est la devise des Jeux olympiques. Ça, on peut le dire. Pierre de Coubertin est un baron de 28 ans, féru de sport, qui rêve d'imposer cette discipline dans l'éducation des jeunes Français. Mais à l'époque, les écoles catholiques ne se mélangent pas au lycée public, même sur les terrains de sport. C'est Pierre de Coubertin qui vient trouver Henri Didon pour tâcher de faire en sorte que le sport soit amené dans les lycées français. Il revient d'Angleterre où il a vu que le sport était diffusé comme une pratique éducative. Il trouve en Henri Didon vraiment une personnalité qui est susceptible de répondre à cette proposition. C'est ce qu'il fait puisqu'il met à l'intérieur du programme pédagogique de l'école des courses athlétiques. Donc c'est-à-dire qu'il a fait jouer sur des terrains de sport des jeunes qui étaient issus de son collège et les jeunes qui étaient issus des lycées d'État de l'époque. C'était une innovation considérable. Quelque part, il fait tomber des frontières idéologiques. Et le sport a été le vecteur d'une réconciliation entre des idéologies qui étaient très différentes. Mes amis, l'année des Jeux Olympiques met en lumière cette année notre traditionnel cross Père Henri Didon, ce dominicain qui créa la devise Citius, Altius, Fortius. Et la rencontre avec Pierre de Coubertin qui donc voulait restaurer ces Jeux Olympiques, en fait, ça a été la rencontre de deux personnes qui avaient les mêmes visées éducatives et l'envie d'internationaliser cette démarche. Bravo les filles! Allez Léa! On voit, on court et tous ceux qui ne sont pas de du cross élite nous encouragent, on va les encourager aussi. Donc c'est vraiment, on ne se connaît pas forcément, mais c'est un grand groupe et on est tous unis et c'est vraiment trop bien. En plus, c'est l'année des JO et Henri Didon, c'est celui qui a créé la devise plus vite, plus haut, plus fort. Donc c'est vraiment un honneur d'être là pour le cross du Père Didon. Saint-Genis Laval qui remporte ce trophée. Le baron de Coubertin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut internationaliser ce mouvement sportif et relancer les JO, abandonnés depuis le IVe siècle. En juin 1894, à la Sorbonne, il organise le premier congrès olympique et fixe les règles des Jeux à venir, notamment l'amateurisme. Les Jeux olympiques eux-mêmes sont réservés à une élite aristocratique. L'amateurisme qui est prôné par Pierre de Coubertin et les personnalités qui l'entourent, il est compatible seulement avec une vie d'une classe sociale aisée. Et ils ne sont pas accessibles aux femmes parce qu'on est dans un environnement où les femmes ne sont pas attendues dans un secteur d'activité tel que le sport. Une femme qui est musclée, qui n'est pas chez elle, c'est donc une mauvaise mère, une mauvaise épouse. Elle va avoir une mauvaise réputation. Et donc le sport est très peu répandu. Le sport féminin est très peu répandu au début du XXe siècle. Pierre de Coubertin, quand on lui suggère l'idée de la femme aux Jeux Olympiques, dit qu'une olympiade femelle serait inesthétique et inintéressante. En l'occurrence, Pierre de Coubertin n'a pas fait d'œuvre particulièrement pionnière en la matière. C'est-à-dire qu'il n'a pas concouru à faciliter l'arrivée des femmes aux Jeux Olympiques. Il était dans un environnement qui ne justifiait pas que ça puisse être possible, tout simplement.
Si les femmes sont exclues des premiers JO, Henri Didon, lui, est la vedette du 2e congrès au Havre, après l'adoption de plus vite, plus haut, plus fort, comme devise olympique. Pour que les associations sportives produisent tous leurs effets, je voudrais qu'elles fussent absolument intransigeantes sur le point d'honneur et sur la dignité de l'athlète. Pas de compromis. Monsieur, vous avez violé la loi, vous êtes disqualifié. Monsieur, vous avez menti, vous êtes disqualifié. Monsieur, vous avez maltraité votre adversaire, vous êtes disqualifié. Un point, c'est tout. Avec des mœurs pareilles, nous irons peut-être avec succès à l'encontre de ces consciences de caoutchouc que la politique a malheureusement tendu à développer, parce que la politique est en fait d'intérêt pousse au compromis, et que le compromis est toujours une entorse faite à la conscience. Monsieur Tranvoise, j'ai une surprise pour vous. Bonjour. Voici Monsieur Diaby qui vient de la mairie d'Arcueil. Enchanté. Et qui vient vous apporter une merveille. Ah, on va voir ça. Ah oui. Qu'est-ce que vous en dites? Alors ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel puisque c'est l'album de la 21e caravane d'Arcueil. Donc c'est l'album qui a été réalisé par les élèves d'Arcueil qui sont allés en avril 1896 avec le père Didon aux premiers Jeux olympiques modernes. Et cet album, il est introuvable. C'est ça. Donc je suis vraiment ému de le voir. C'est la première fois que je le vois réellement, physiquement. Il va être restauré. Je tiens à vous faire part de ce présent-là, qui est une copie. Ah, ça, c'est une bonne idée. Donc, c'est pour vous. Oh bah, écoutez, merci infiniment. Merci beaucoup. Tenez, je vous en donne un. Merci beaucoup. Vous pouvez pas me faire plus plaisir. Le père Didon, qui est à Olympie, avec ses grands élèves, donc là, ils sont en train d'admirer les ruines d'Olympie. Et on a toujours, évidemment, la soutane du père Didon qui apparaît. Il faut qu'il soit là, présent, puisque c'est un peu l'âme de ces voyages. D'Olympie à Athènes, il y a plus de 300 km. Mais au bout de cette expédition, il y a les tout premiers Jeux olympiques modernes. Le projet olympique, il devient vraiment réel pour tout le monde avec les premiers Jeux olympiques à Athènes en 1896. Et alors là, Arcueil y est, si je puis dire. Pas seulement le père Didon, mais le père Didon prend l'initiative d'y aller avec les grands élèves de la caravane d'Arcueil, comme on l'appelait. Donc c'était un voyage d'études qui avait lieu chaque année. Le 6 avril 1896, le roi de Grèce proclame l'ouverture des premiers Jeux olympiques modernes. Pour l'occasion, le stade panathénaïque a été entièrement reconstruit en marbre, à l'endroit même des Jeux antiques. Seules 14 nations sont représentées et la moitié des athlètes sont grecs. Mais pour admirer les épreuves de lutte, de course et de gymnastique, Pierre de Coubertin et Henri Didon sont au premier rang. Oui, mais alors, il faut voir ce que c'est, les premiers Jeux olympiques, c'est rien. Les gens arrivent, les athlètes, c'est-à-dire s'inscrivent comme ils veulent, presque sur place. Un des élèves de la caravane va disputer des compétitions, c'était pas prévu. Il va courir, il va se classer pas mal. Bon. Mais en arrivant à Athènes, les Jeux s'ouvrent le 6 avril 1896. La veille, le père Didon prêche dans la cathédrale catholique d'Athènes. Et il y a énormément de monde, tout le gratin et puis de la ville d'Athènes est là. Et donc, devant plusieurs milliers de personnes, il fait un discours complètement improvisé, où à nouveau, il se dit qu'il est très content d'être dans les pas de Saint-Paul et de retrouver des jeux qui avaient été scandaleusement abandonnés à cause de l'empereur Théodose. Et puis voilà, il fait le show à nouveau, quoi. C'est très fort. En amenant quelques jeunes gens de France participer aux Jeux olympiques, je songeais au vieux génie grec dont nous autres occidentaux et latins aimons à nous reconnaître les fils. Je voulais apprendre à la jeunesse qui m'est confiée à entrer dans ce mouvement d'unité internationale qui semble un premier pas vers la fraternité des peuples et vers cette unité morale que Jésus le premier a formulée comme le grand but du royaume spirituel. Après l'euphorie des Jeux d'Athènes,
Retour en France pour la caravane d'Arcueil. Le pays est alors divisé par l'affaire Dreyfus, le capitaine de confession juive, accusé à tort de trahison et condamné au bagne à perpétuité. De son côté, le père Didon est au sommet de son influence sur les milieux catholiques. Il est aussi très écouté chez les progressistes. Il fréquente Flaubert, parce qu'il est très proche de la nièce de Flaubert, Caroline Comenville. Il suit les cours de Claude Bernard au Collège de France. Il connaît Louis Pasteur. Il rencontre Gustave Eiffel. Il va marier la fille de Gustave Eiffel. Il est soucieux d'avoir une véritable action, d'avoir une influence sur son temps. Il est surtout indigné, si je peux dire, par l'attitude conservatrice, réactionnaire de ses contemporains. Il veut vraiment réconcilier l'Église et la société moderne. C'est son leitmotiv tout au long de sa vie. Je ne peux pas être un croyant réactionnaire, écrit-il un jour. Je ne peux pas. Donc ça c'est fondamental chez lui. Mais depuis la défaite de Sedan face à l'Allemagne, la revanche est dans tous les esprits. Le père Didon, qui a été aumônier militaire pendant le conflit, défend coûte que coûte l'armée française. À l'été 1898, lors de la remise des prix à Arcueil, il fait un discours militariste, lourd de conséquences. La distribution des prix a lieu sous la présidence du chef d'état-major de l'armée, le général Jamon. Et le sujet choisi par le père Didon, c'est l'esprit militaire dans une nation. Et donc, il fait un éloge de l'armée et il entend défendre l'armée qu'il estime injustement attaquée par un certain nombre d'intellectuels. Et naturellement, quand il parle de ces intellectuels, sans le nommer explicitement, il vise Zola, qui, au début de l'année, a publié le fameux « J'accuse ». Certains esprits ont parlé avec bruit de la démocratie comme du plus puissant dissolvant de l'organisation des armées. Et des écrivains sans scrupules, sans égard pour la sécurité de la patrie, se crouvant de grands noms de vérité, de justice et d'humanité, n'ont point craint de jeter à la face des chefs de l'armée nationale les accusations les plus outrageantes. La France veut son armée. Elle la veut forte, invincible, et met en elle ses plus chères, ses plus hautes espérances. Juste après cette sortie, Georges Clemenceau, qui a publié le « J'accuse » de Zola dans son journal L'Aurore, le traite de moine de coup d'État, et la presse de gauche en fait ses choux gras. Pour elle, Jamon et Didon, c'est l'alliance du sabre et du goupillon, ce dont le père Didon s'est toujours défendu. Ça n'est pas un adversaire de Dreyfus. Il ne dit pas que Dreyfus est coupable. Il n'y a aucun texte, même dans sa correspondance privée, même inédite, où on verrait des choses comme ça. C'est sûrement pas un antisémite. Au contraire, on lui a reproché en 1890 d'avoir fait échouer Drummond aux élections de Paris. Drummond qui était vraiment un antisémite notoire. Donc on ne peut pas l'accuser de ça. Mais c'est un défenseur de l'armée et ça le place dans une position où il peut apparaître presque comme hostile à la République, ce qu'il n'est pas. Au bout de 12 ans de procès et de calvaire, le capitaine Dreyfus sera finalement innocenté, puis réhabilité par l'armée. Mais le scandale a profondément touché le père Didon, qui décède subitement, moins de 2 ans après son discours pour l'armée, à l'âge de 60 ans. En novembre 1899, le père Didon s'adresse aux anciens du collège Albert-le-Grand et il leur dit combien il est affecté, qu'on le considère comme un traître. On le considère comme un traître par rapport à l'idée libérale, par rapport à l'idée républicaine, par rapport à l'idée démocratique, toutes ces valeurs auxquelles il a cru toute sa vie. Il est très fatigué, il est en train d'écrire son dernier livre très péniblement, il est amer, c'est évident. Est-ce qu'il a un pressentiment? On ne saurait pas le dire, mais il est de toute évidence, là, ce n'est plus le même père Didon qu'un an avant.
Après sa mort, le père Didon reçoit de nombreux hommages, notamment de la presse sportive, qui salue son engagement pour la compétition. Son ami Pierre de Coubertin, lui, s'en souvient en ces mots, en mars 1903. Souvent, vers le soir, il me reconduisait à pied jusqu'à Montrouge. Et les grandes pensées qu'il me disait se détachaient sur ce paysage de banlieue, déjà noyé dans le crépuscule. Une fois, au pied des fortifications, il s'arrêta et, traçant des lignes imaginaires avec sa canne sur l'asphalte, il dit « Quand on veut sauter 3 mètres, il faut en viser 5. Dans la vie, ce ne sont pas tant les jarrets qui vous trahissent que le manque d'ambition qui vous actionne insuffisamment. » Au cœur du bois de Vincennes, près de Paris, l'INSEP est le centre d'entraînement de référence du sport français. Dans ce domaine se perfectionnent les sportifs de haut niveau qui espèrent participer un jour aux Jeux Olympiques. Je m'appelle Mélanie Deiby, j'ai 24 ans, je fais du judo. Je suis une grande compétitrice depuis toute petite et c'est pour ça que je fais du sport à haut niveau. Je suis entourée des meilleurs, championne du monde, vice-championne olympique. Et le fait d'être vraiment au milieu de la crème, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous pousse chaque jour à nous dépasser. Je vise les Jeux, c'est un objectif audacieux, mais pour moi, toute personne qui travaille peut y arriver. J'ai nos limites, j'ai aucune barrière. Je travaille, je veux y arriver et je me donne les moyens pour. Plus de 120 ans après Pierre de Coubertin et Henri Didon, l'esprit olympique plane toujours sur le monde du sport.